Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo qui j'espère vous plaira. On commence tout de suite à regarder le diaporama. Et pour commencer, un rappel de mon Tipeee. Je collecte donc des dons pour faire le film que je voudrais faire, le film récapitulatif de mon œuvre. Voilà, j'avais demandé 4700 euros. On est arrivé à 4050. Non, aujourd'hui on est arrivé en fait à ce qu'il ne manque plus que 300 euros. Hein, l'image que vous voyez date un petit peu. Il ne manque plus que 300 euros, puisqu'il y a une personne qui m'a fait un don directement sur mon compte chèque aussi. Bref, quoi. Donc je remercie les personnes qui ont donné. C'est très bien de favoriser une création qui, je pense, a de la valeur. Pour ceux qui ont oublié de donner, ou ceux qui pourraient donner, qui hésitent, eh bien, justement, n'hésitez pas, faites-le. Faites un petit don. Ça permet à ce film, ça lui permettra de voir le jour. Voilà, on y est presque, il ne manque plus que 300 euros. Ah. D'accord. Il y a une conférence à venir le 5 avril, hein, c'est dans le Jura. Là aussi, si vous n'habitez pas trop loin, bien sûr, ou si vous êtes passionné, venez. Ici, voilà les indications précises que vous pouvez lire, je pense, clairement, en espérant que vous les voyez clairement et que mon image ne vous dérange pas. Voilà, ici vous avez la croix blanche, c'est l'emplacement de la conférence, les planches en montagne, pour vous indiquer un peu, donner une idée de la région. Voilà. Par rapport au lac Léman, etc., la ville de Lyon dans le sud. Ici, à côté de Lons-le-Saunier, donc Genève, Bourg-en-Bresse, etc. Besançon, qui est au nord. Vous êtes le bienvenu si vous voulez venir, évidemment. Et on continue. On va parler dans cette émission, dans ce diaporama, on va parler du Palais du Rhin et comment sa riche décoration sur la façade extérieure code en fait différents sujets très importants comme l'Atlantide, la fin de l'Ancien Monde, les documents, le legs qui a été fait à l'humanité qui suivrait. À l'époque de cette ancienne humanité qui allait disparaître, eh bien, il y a quelque chose a subsisté, quelque chose est resté, qui finalement se retrouve codifié dans les grands monuments, dans les grands bâtiments. Voilà. Je vais consulter une petite documentation. Donc le Palais du Rhin. Voilà, à la suite de la guerre de 1870, l'Alsace-Lorraine fut rattachée à l'Empire allemand. Voilà, à Strasbourg, la construction d'un bâtiment digne de la magnificence du souverain s'imposa. Le Palais du Rhin fut donc au départ un palais impérial. Il forme l'un des ensembles les plus complets et les plus emblématiques de l'architecture allemande de la fin du XIXe siècle. Et donc ici nous avons Guillaume Ier de Prusse, qui a régné à la fin du... bref. C'est pour lui que le Palais du Rhin a été bâti, construit. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il arbore ses décorations. Les différentes croix, les distinctions honorifiques. C'est le signe de son appartenance à des ordres de chevalerie qui font de lui un grand initié, quelqu'un qui sait. Et ici, voici ce Palais du Rhin, donc positionné à Strasbourg. Voilà, on y arrive. Voici la façade principale.
C'est, il y a là notamment la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Ça m'avait amusé parce qu'en fait, si on veut demander à fouiller en un certain lieu du territoire, il faut faire appel à la DRAC. Et bien sûr, pour un particulier, c'est pas simple ni facile d'obtenir une telle autorisation. En fait, ce palais, contrairement à l'apparence, c'est pas juste une maison, quoi, un bâtiment. Il y a vraiment à l'intérieur toute une décoration, une mise en scène, une mise en place des salles spectaculaires. Je ne suis pas entré, je voilà, mets quelques images ici pour vous donner une idée. C'est très beau. Voilà, j'espère qu'une prochaine fois, je pénétrerai dans ce palais. Et ici, sur la façade principale, nous avons ce fronton, avec la représentation à droite du héros de la mythologie Hercule, et à gauche d'une dame qui écrit sur une tablette de pierre. Voilà, en fait, Hercule est donc le plus grand héros de la mythologie grecque qui a été repris à partir de la Renaissance dans la décoration des palais que les rois, que les grands nobles se faisaient construire. Et donc on voit ici qu'il est associé à la guerre avec l'arme. Il tient dans la main une épée. Il est appuyé, on va dire, il tient de la main droite et il arbore un bouclier. Alors que sur la droite de l'image, on peut voir des enseignes. Parce que il faut comprendre que Hercule était par les Grecs anciens considéré comme un personnage qui aurait vraiment existé. Et donc, c'était l'époque des héros de la mythologie, comme il est mentionné dans un verset du chapitre 6 de la Genèse. Alors je dis toujours la même chose, mais c'est le recadrage cohérent, parce que c'est là que veulent en venir les codeurs des monuments, à savoir que les fils des dieux, des êtres, des hommes, sont descendus du ciel sur la terre, ont pris femme et ont eu une descendance. Et donc c'était l'époque, aussi quand leur descendance est venue, justement, c'était l'époque des héros, des géants, et ces héros des temps anciens, comme il est marqué dans la Bible, qui étaient très renommés. Et Hercule est le plus connu d'entre eux. Donc c'était aussi, comme le dit la Bible et le livre d'Hénoch, une époque de violence. C'est l'époque où il est connu que Hercule a accompli les 12 travaux qui lui sont associés. C'était une époque de violence sur la terre. Et alors, justement, voilà. En Genèse 6, à partir du verset 11, il est dit que la terre était corrompue. S'était corrompue devant la face de Dieu, ou des dieux, ça dépend de la traduction. La terre était remplie de violence. Voilà. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue. Car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Il y a une insistance. Dieu dit à Noé, je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Et on a vu que Hercule est présenté au niveau sculptural avec des armes, pour bien indiquer la violence de cette époque et la violence des hommes de ce temps. Et donc, au verset 13, eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Voilà. Voilà, et donc on peut voir à droite un enfant qui nous regarde finalement. Ça veut dire que la descendance d'Hercule, les enfants sont impliqués. Ah. D'accord. Et donc sur la gauche, il y a cette femme qui grave un certain texte en allemand, ce qui m'intéresse finalement assez peu parce que bien sûr il y a une explication extérieure, exotérique on va dire. Elle peut écrire le nom de l'empereur, le nom de la ville, ok.
Il y a déjà la date aussi à laquelle ça a été fait, 1871 peut-être, hein. Mais donc au niveau ésotérique, en fait, elle écrit les hauts faits de ce temps des héros, hein, de l'humanité qui nous a précédés. Et donc on peut remarquer son air triste. Elle n'a pas l'air extrêmement joyeuse. Parce que ce qui est triste, c'est que finalement toute cette histoire va mal se terminer. Et finalement, puisque Dieu va envoyer le déluge, il y a une insistance de la punition qui va arriver sur la terre dans le livre d'Enoch. C'est toujours les 2 livres de référence. Et encore ici, il y a aussi un enfant qui nous regarde. Il est question de ce temps des héros et de la descendance. La descendance, c'est un petit peu nous, quoi, l'humanité qui a suivi ce temps, d'après la grande destruction. Et alors ici, dans le palais du Rhin, il y a, sur une fenêtre intérieure, il y a ce meneau de fenêtre avec en haut, on voit une tête, cet Hercule qui est reconnaissable à la peau de lion qu'il porte sur la tête. Voilà, au-dessus se trouve alors le motif du parchemin, du texte, de la feuille de papier. Car dans cette histoire, il y a un codage de l'architecture, et donc voilà, le Hercule, le demi-dieu, le héros, est associé en fait à certaines informations, à certains savoirs qui ont transité jusqu'à nous et qui, ce savoir étant caché quelque part, voilà, c'est pour ça que les monuments sont codés, parce qu'il y a des informations, voire beaucoup plus que ça encore, cachées. L'architecture en est une extériorisation. Voilà, et ici on revient sur la façade du palais du Rhin, et il y a, ici j'ai encadré des sculptures qui peuvent être intéressantes. On a ici 2 enfants qui en fait sont associés à des armes. Vous avez celui de gauche qui tient un casque. À ses pieds, il y a une cuirasse. Vous voyez ici, une cuirasse. Celui de droite, il maintient de la main gauche un bouclier. Et il tient une épée courte qui a peut-être cassé en fait de la main droite. Donc il y a un paradoxe ici. Le paradoxe, c'est que l'enfance, c'est un temps d'innocence. Les enfants sont purs a priori. C'est un symbole de pureté, d'ingénuité. Or ici, ils sont associés à la guerre. Voilà, c'est toujours ce rappel au temps passé, vers la fin de l'Ancien Monde, le temps d'Hercule aussi, lorsqu'il y avait la corruption sur la terre. Et donc, voilà, des êtres qui devraient être purs et innocents, en fait, sont mêlés à quelque chose de dur et violent, ce qui n'est pas normal. Ça montre la détérioration, la décadence d'une civilisation. Ce qui a des plus hauts dieux qui vont finalement sévir et éradiquer toute vie sur la Terre. Et donc derrière, c'est très certainement une cheminée. Bon, ça fait finalement des vases, on y reviendra bientôt. Voilà, donc sinon on peut y voir des génies de la guerre. Bon, quoi qu'il y aura certains paradoxes à inventer le concept de génie de la guerre étant quelque chose de pervers finalement et de mauvais, mais finalement, enfin, d'inévitable quand on constate qu'il y a eu des guerres à toute époque. Et malheureusement. À droite, eh bien, on retrouve quelque chose d'un peu similaire. On peut voir la tête de ces enfants. Alors, une fois de plus, comme c'est courant en architecture, dans cette décoration, eh bien, ces enfants n'ont pas l'air du tout joyeux, souriants. Hein. Ils ne divertissent pas celui qui les regarde. Ils ont un air froid et pratiquement des expressions d'adultes.
Ça peut se référer là aussi à ces fils des dieux, ces anges déchus qui sont descendus sur la terre et qui ont voilà, bon, pris femme, comme je le disais. Alors c'est peut-être ici, par exemple, leurs enfants, hein, puisqu'on nous dit que la décadence est arrivée à la deuxième génération, avec les enfants qu'ils ont eus, deux mortels. Et la terre est devenue corrompue et violente. Voilà. Et c'est ça qui est montré ici. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi celui-ci porte cet objet ici. On dirait une pomme de pin. Bon, la glande pinéale, disent beaucoup de gens. Voilà, il doit y avoir, ça doit être un signe aussi de la décadence de cette époque, mais j'ignore. Ce qui tenait dans la main est cassé. Ça nous aurait peut-être éclairé. Mais, ah, attention, bon. Mais c'est cassé, alors on ne le saura pas. Ici, on ne voit pas très bien ce qu'il tient, lui, de la main droite. C'est dommage. Un corps, non, je ne sais pas, voilà. Et un document, peut-être, de la main droite. Bon, c'est moins intéressant que l'autre groupe sculpté. Et donc, ça rappelle le salon de Mars à Versailles. Puisqu'il y a dans ce salon pas mal d'enfants comme ça qui sont des guerriers. Hein, celui-ci, par exemple, qui semble dégainer ou rengainer une épée. Il a noté qu'il est ailé, celui-là. Donc on va dire que c'est un génie de la guerre. Bon, évidemment, il faut bien l'expliquer, mais moi, ce que je dis, donc il y a la partie cachée de l'iceberg, il y a ce codage qui finalement est le but de toute la mise en place, quoi, décorative. Hein. C'est très important. Enfin, le but, oui, en même temps, il faut bien que le roi qui décidait de tout ça, de comment son palais, ses salons allaient être décorés, bien sûr, il devait penser aussi que ce soit décoratif, authentiquement décoratif pour les gens qui visiteraient les salles. Mais quand même, il y a beaucoup d'anomalies et d'énigmes qui traînent. Et donc, toujours dans le salon de Mars, on a par exemple ces deux poutis qui tiennent à lui, à gauche, une lance. Il manipule une lance et il a adossé, appuyé à un casque, adossé à une grande armure là derrière lui, une cuirasse. Hein. L'enfant de droite, pareil, est mêlé à des armes. Hein. Sa main gauche appuyée sur un bouclier, sa main droite appuyée sur un plastron. Ils sont à fond mêlés à des armes. C'est le salon de Mars, le dieu de la guerre, de Versailles. Mais voilà, je pense que l'idée derrière celle de montrer des génies de la guerre qui représenteraient en fait l'inévitable guerre et les exploits du roi Louis XIV, car la France est un pays très puissant et très fort, eh bien, au-delà de ça, c'est en fait l'idée de montrer, comme d'habitude, je dirais, dans le codage, hein, car ce n'est pas juste dans ce salon-là, c'est généralisé, hein, c'est incroyable, eh bien, il y a des enfants qui sont les descendants des fils des dieux, descendus sur la terre, qui se sont installés sur la terre, c'est-à-dire des extraterrestres finalement, hein, humains comme nous, mais qui avaient beaucoup plus de technologie et sûrement de capacités psychiques. Et donc, voilà, on pourrait considérer que là, sur l'image, on voit leurs enfants, et ils sont devenus violents. Donc, sous-entendu, parce que leurs parents ont partagé leurs secrets, comme le dit le livre d'Enoch, avec les humaines de la Terre, avec l'espèce humaine. Mais ça s'est mal fait. Ils n'avaient pas le droit de le faire. La situation s'est détériorée sur la Terre. Et voilà, une fois de plus, toute la situation est devenue déliquescente et violente. C'est ça qui est représenté ici. Maintenant, on revient au palais du Rhin. Et on peut voir au-dessus d'Hercule et de la dame qui est là, des visages intéressants. On va les regarder. Voilà. D'accord, ouais, c'est ça. Donc là, encore, on a un agrandissement.
et on peut voir celle-ci. Donc on a le visage d'une femme qui est non pas souriant, distractif, gai, non absolument pas. On a un visage froid, sans émotion, hein. Ça représente une dame de cette ancienne humanité. Encore une fois, hein, c'est un des grands thèmes qui est vraiment représenté dans la décoration de l'architecture. Voilà. Et donc, comme à l'identique de l'Hercule qu'on a vu tout à l'heure, la tête est surmontée en fait d'une espèce de document qui serait partiellement déroulé au-dessus, hein. C'est la symbolisation quoi, du chapiteau ionique qui vient de l'Antiquité grecque, hein. Comme si toute la figure finalement était le sommet d'une colonne. Ça veut dire qu'il existe un savoir, une documentation possédée, gérée par ceux qui créent ce codage décoratif, ce codage concernant finalement le temps ancien où, etc., les fils des dieux étaient sur la terre. Voilà. Donc on peut voir ici, il y a un jeu de mots, puisque la tête de la personne, anciennement c'est la teste, et le test, anciennement, c'est le texte. Voilà. Donc vous avez la teste et le test qui sont l'un sur l'autre, comme par hasard, quoi, superposés pour nous indiquer que nous sommes sur le bon chemin. Le chemin d'un texte caché. Sinon, vous avez des objets qui participent au codage. Par exemple, ici, le collier. Bon, il y a toute une filière avec le collier. J'en parle régulièrement dans mes vidéos. Ici, vous avez ce sont des oves, des œufs, en fait, dans leur cagette, si on veut, dans leur réceptacle. L'œuf étant le symbole d'une gestation qui n'est pas arrivée à terme, à savoir que le poussin n'est pas encore sorti de l'œuf. La révélation n'est pas encore là, hein, mais elle se fera plus tard. Et donc, il y a encore un autre test au-dessus, à savoir, voilà, ce bouton de fleur, au départ, c'est un motif floral, et le pistil qui est là a été travaillé pour évoquer la forme, finalement, d'un vase, c'est-à-dire d'un pot. Anciennement, un pot de terre, c'était un test. On en reparlera dans quelques instants. Voilà. Et on avance. Sur les toits du Palais du Rhin, nous avons cette étonnante sculpture. Nous retrouvons une illustration de ce que je viens de dire juste avant, à savoir que vous avez la tête, la teste, anciennement, et le texte, à savoir le test, en un jeu de mots significatif. Et alors, voilà. C'est-à-dire, et donc derrière, il y a le vase que l'on aperçoit. Voilà, le pot de terre, le test, le contenant. C'est-à-dire, il est présupposé que dans le vase se trouve le document concernant la personne qui est là, c'est-à-dire une habitante de l'Ancien Monde, avant que le déluge arrive. Car il a existé, avant notre époque, avant notre âge, avant notre humanité, une autre humanité qui nous a donc précédés, qui a été détruite par une grande catastrophe. Voilà, c'est ça qui est codé. Et donc les Atlantes, l'Atlantide, on va vous parler des Atlantes dans quelques instants. Les Atlantes participaient à cette ancienne humanité, on était intégrés, etc. Vous voyez, donc c'est à la fois énigmatique, parce que quand on voit ça, vraiment, on se dit ça n'a aucun sens, enfin. Mais pourtant, ça se décode, et c'est cette pièce de puzzle, plus telle autre, plus telle autre, plus telle autre, ça dessine finalement le grand puzzle, avec un message qui finalement est cohérent. Surprenant, mais cohérent. Et ici, je retrouve la façade du Palais du Rhin. Et ce qu'on peut voir en bas, ce sont des Atlantes, justement. Voilà. C'est-à-dire des personnages qui soutiennent
quelque chose, ils soutiennent un entablement, ils portent sur leur dos. Voilà, on le voit mieux ici. Donc ce sont évidemment des hommes musclés, à moitié nus. Ça, c'est le paramétrage classique des Atlantes. Hein. Donc c'est pas moi qui invente ce mot-là, ça fait partie de l'architecture. Hein. Ce sont des Atlantes. Consultez un dictionnaire d'architecture, consultez Internet, vous verrez, c'est confirmé. Hein. Donc évidemment, ce sont des Atlantes pour indiquer les habitants de l'Atlantide. Les Atlantes. Voilà. Voilà. Et donc, parce que l'Atlantide donc, était une grande île qui aurait existé dans l'océan Atlantique, je le redis pour ceux qui arrivent là et qui ne le savent pas, qui ne soient pas complètement paumés. Eh bien, voilà, l'Atlantide, qui aurait disparu il y a 12 500 ans dans l'océan Atlantique, portait une civilisation florissante en avance sur son époque. C'est Platon qui le dit dans ses livres Timée et Critias. Voilà, et donc les Atlantes, les habitants de l'Atlantide, justement, Platon affirme qu'à la fin de cette civilisation, il y avait une décadence qui régnait, hein, et la violence régnait, justement, comme par hasard. C'est le temps d'Hercule, le héros. Hercule, l'Atlante. D'accord. On va regarder celui-ci. J'arrête de parler quelques secondes. Vous avez celui-ci. Voilà. Donc on peut voir que ce qui est classique, ou en tout cas devrait l'être, cet Atlante avec une main, il soutient ce qui est sur son dos. Hein. C'est-à-dire qu'il remplace un pilier ou une colonne. Voilà, donc c'est normal, c'est pour ça qu'on l'appelle un Atlante. Bon, alors on peut dire qu'il n'a pas de jambes. Ça, c'est classique. Ces jambes sont dites gainées. Hein. Et on appelle ce type de sculpture des thermes. C'est fait volontairement, hein, de la part de ceux qui créent ces sculptures-là, qui les perpétuent de monument en monument, parce qu'un terme, c'est un mot. Il est bien question ici de jeu de mots, il est question de codage avec des mots. Et le terme, c'est aussi la fin. Ici, donc, la fin de l'Atlante. À supposer qu'il s'écroule. À supposer qu'il n'ait plus la force de porter. Comme il le fait là, eh bien, le monument va s'écrouler. C'est la fin de l'Atlantide. Voilà, c'est un terme. Il n'est vêtu, comme d'habitude, comme très souvent pour les Atlantes, que d'un drap. Un drap ici, que l'on voit bien. Pourquoi? Parce qu'un des sens du mot ancien, je le redis, du mot drap, c'était linceul. Donc il n'est vêtu, il n'est ceint que d'un drap linceul, pour indiquer que l'on parle ici de la fin de l'Atlantide, la fin des Atlantes, le terme de l'Atlantide. On va noter que le drap en question, vous voyez, il repasse ici à gauche en haut. Il est en fait sur son dos. On le voit un petit peu ici à gauche et il redescend dans son dos pour repasser ici devant. D'accord. Le voici sous un angle un petit peu différent. On peut remarquer, on va voir en agrandissement, mais son visage n'est pas celui d'un être éveillé. Excusez-moi. Cet Atlante n'a pas l'air joyeux, dynamique, positif comme d'habitude. Il a plutôt l'air tristounet, dépressif. Voilà. Un vrai visage d'homme, quoi, avec force. Mais il manque quelque chose de positif, enfin. Pour celui qui va venir visiter l'empereur, qui va passer entre les deux Atlantes par la grande porte. Franchement, il y a vraiment un problème de conception, là. Mais par contre, dans le codage, il n'y a pas de problème. C'est la fin de l'Atlantide, alors c'est logique. Voilà. Et on va voir que ce qu'il porte avec son bras est très intéressant aussi. Bon, il porte un coffret, vous voyez, une sorte de coffret. Comme s'il emportait avec lui ce qui est le plus précieux à ses yeux. D'accord, il a mis dans le coffre, par exemple, des pierres précieuses,
ces pièces d'or, vraiment ce qui est très précieux à ses yeux. Voilà, c'est-à-dire ce qui ricoche avec le document qui est roulé en dessous. Voilà. C'est-à-dire qu'il transporte, il véhicule à travers sa propre fin, à travers la fin de l'Atlantide, il véhicule son legs, son héritage, que l'humanité suivante, la nôtre, a réceptionné. Voilà. D'accord? C'est évidemment parce que ça veut dire que si les Atlantes de l'Atlantide sont codés dans l'architecture, c'est parce que y a de quoi. Ceux qui font ça, ceux qui sont souvent dans le haut du pouvoir, plus bas dans la population, s'ils sont initiés, s'ils ont reçu une distinction honorifique, ils sont initiés, pourquoi pas, alors, si ce sont carrément des extraterrestres cachés dans la population, évidemment, je n'exclus pas cela, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, voilà, eh bien, il y a un héritage de l'Atlantide qui existe en différents endroits, qui est caché en sous-sol, et que l'on redécouvrira dans le futur. Voili, voilou. Voici un autre angle. Voilà, donc on voit bien ici le coffre qui contient les choses précieuses, le document roulé. Bon, différents objets en dessous, par exemple ici des pièces de mécanique, vous avez une sorte de roue dentée ici. Et en dessous, je ne sais pas ce que c'est, une pièce de technique particulière. Hein, je pense que ça symbolise en fait la science des Atlantes. Le haut degré d'évolution de leur civilisation. Voilà. C'est-à-dire que cela est caché quelque part et on en bénéficiera dans le futur, à la prochaine époque. Lorsque tout ceci sera révélé et rendu public et non plus simplement le fruit de l'avantage d'un petit nombre. Voilà. Et voilà son visage. Bon, c'est un petit peu abîmé, mais on voit bien qu'il y a un côté dur, c'est vrai, mais bon, un manque d'humanité, hein, ce qui est bien conforme à la décadence qui régnait juste avant la fin de l'Atlantide. Et vous avez son homologue. Vous retrouvez des caractéristiques identiques. Lui aussi soutient les mêmes caractéristiques. Bon, c'est un petit peu différent de par les objets qu'il emmène avec lui, hein, puisqu'il y a, cette fois-ci, c'est plutôt des fruits et des légumes. Du raisin, symbolique de la vendange dans le livre de l'Apocalypse, je le dis souvent, c'est un symbole de la fin des temps, puisque la terre, est-il écrit, doit être vendangée. Et dans la Bible, il y a aussi une comparaison avec Yahvé qui foule dans la cuve du pressoir, il foule le raisin. Et donc évidemment, la couleur rouge qui se dégage du raisin, c'est comparable au sang. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu tragique. Il y a du raisin, et il y a aussi une sorte de rose, des fleurs, et voilà. Parce que c'est ici un potiron, je ne sais pas quoi. Ça peut être aussi allusif des fruits, un jeu de mots, dans le sens, le résultat, hein, le fruit de l'action, c'est-à-dire ce qui en résulte. Et donc ici, l'Atlante, nous sommes à la fin, au terme de l'Atlantide, alors que les Atlantes vont bientôt être dans leur drap linceul. Et donc il emmène avec lui le fruit de sa civilisation, pour que l'humanité qui suivra en bénéficie. C'est ça, c'est pour ça que c'est codé, c'est caché quelque part, selon la prophétie d'Edgar Cayce, à savoir que il existe un dépôt de l'Atlantide sous le grand sphinx de Gizeh. Ce que j'affirme, c'est qu'il y a aussi quelque chose du même genre en France. Vous pouvez voir aussi que, sinon, ici on parle d'un palais, quoi, qui a été bâti par des Allemands, lorsque Strasbourg était
sous domination du Saint-Empire. Et en fait, le codage est là, quoi. Alors, bien sûr, ça a été restauré quand c'est redevenu français. Mais on peut voir que de passer d'un pays à l'autre, ça ne dérange pas, quoi. On arrive toujours à interpréter, non pas parce que nous sommes faibles d'esprit, mais parce que ça fonctionne. Il y a bien un codage de changer de pays, ça n'a pas l'air, ça ne dérange pas, quoi. C'est possible de changer de pays, de passer une frontière. Le codage est toujours là, toujours valable. Voilà. Voilà ce dont je vous parlais il y a un instant. C'est pour ça qu'ils transportent ces objets, pour nous faire comprendre ce que je viens d'évoquer. Et donc il y a bien codage. Son visage aussi est abîmé, bien sûr, mais bon, il aurait peut-être l'air un petit peu goguenard et amusé. Je ne suis pas trop sûr que s'il était dans son état parfaitement neuf, ce serait l'émotion qui ressortirait de son visage. Je ne suis pas sûr. Plutôt une sorte de fatalité, à mon avis, quoi. Voilà. Et donc on voit ici nos deux Atlantes, la porte, et au milieu vous avez l'aigle. Bon, l'aigle, un symbole évident de domination impériale, qui est très clair. Ça peut être aussi la domination de l'Atlantide, qui était en fait un empire, qui avait développé tout un empire en Europe de l'Ouest, qui cherchait à conquérir la Grèce. Et il y a eu les Athéniens, Dixit, Platon ont résisté aux Atlantes. Et alors, les Atlantes auraient perdu la bataille, justement, contre les Athéniens. Mais c'est alors qu'une grande catastrophe est arrivée, et en 24 heures, l'Atlantide a été secouée et a terminé au fond de l'océan. Donc l'aigle coïncide aussi bien avec le Saint-Empire, donc l'Empire allemand, qu'avec l'Empire de l'Atlantide. Hein. Vous voyez, on a une combinaison. Bon, l'aigle a les pieds posés sur un document roulé. Voilà. Évidemment, c'est toujours parce que le document symbolise la révélation, le savoir, le caché, les textes cachés, qui ne sont pas dévoilés, mais qui existent bien, donc. Et voilà, alors ici, à droite, on a un rameau de chêne. C'est la chêne aussi, l'enchaînement, un enchaînement du destin de l'Ancien Monde. Et ici, certainement, le laurier, symbole de la victoire, par contre, avec la couronne de laurier qui récompensait le vainqueur. Voilà, bon, je m'arrête là sur ce commentaire. Voilà, cette photo que j'avais faite, en risquant de me briser les articulations cervicales. Évidemment, je plaisante, et ici, vous retrouvez l'aigle, voilà. Les losanges, vous voyez, c'est amusant, parce que des losanges, c'est les anges, en fait. Voilà, on voit bien ici l'aigle posé sur le document roulé, entre les deux Atlantes. Nous sommes maintenant dans la cathédrale de Laon. Alors, ça peut paraître bizarre d'y aller, mais nous y allons pour faire un raccord avec le palais du Rhin. Et ici, c'est les orgues de la cathédrale de Laon. Et il y a des Atlantes. Voilà, celui-ci. Alors, vous voyez, c'est pour expliquer, indiquer, montrer que bon, il n'a pas de jambes, ses jambes sont gainées, ce qui en fait un terme, c'est un terme. Hein. Donc j'ai dit tout à l'heure, le terme, un terme est un mot, le terme c'est la fin. Il n'est vêtu que d'un drap linceul, comme la quasi-totalité des Atlantes qui sont représentées, et donc il soutient le support des tuyaux ici, mais ça fait un peu comme une boîte, hein. Il soutient un peu le coffre circulaire qu'il porte. C'est l'héritage, le legs des Atlantes qui est représenté. À noter aussi que
cette espèce de boîte contenant voilà, quelque chose qui est caché, qui est secret pour l'instant, mais qui ne le restera pas éternellement, eh bien, ça peut être considéré, cette boîte, comme étant aussi une sorte de pot, de vase. Or, tous les contenants, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, pouvaient s'appeler des vaisseaux. Donc, ils portent aussi un vaisseau. Vous voyez, le vaisseau, c'est-à-dire l'aéronef, son moyen de locomotion. Bon, alors là, ça paraît tiré par les cheveux, ça paraît un petit peu facile à dire. C'est une des pistes qui, si on continuait dans ce sens, mènerait quelque part. Voilà, très haut. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette Atlante. Et vous avez son compagnon du même genre. On peut repérer le coussin, l'espèce de... Il y a cette espèce d'objet avec un pompon intercalé entre la tête de l'homme et la partie circulaire. Alors ça peut être un coussin pour amortir la pression sur son auguste tête. Et donc ça montre aussi que c'est précieux, quoi. Ce qu'il fait, c'est précieux. Il ne doit pas se faire mal à la tête, il ne doit pas non plus abîmer ce qu'il porte. La boîte contient quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc ici, c'est dans la cathédrale de Bordeaux. C'est une photo d'Alexandre, que je remercie. Et voilà, on peut voir ici encore un Atlante dans cette cathédrale. On peut remarquer que une fois de plus, on retrouve le fait qu'il n'a pas de jambes. Le drap linceul est bien là, hein, vous voyez ici. Et cette Atlante porte sur la tête aussi l'ébauche des espèces de boîtes circulaires qui évoqueraient plusieurs vases empilés, plusieurs soucoupes empilées, plusieurs pots, des pots pour un dépôt qui est caché. Ce jeu de mots est classique dans le codage. Voilà, et donc, il a cette espèce de... Ça peut être considéré le parallélépipède comme une boîte qui contiendrait quelque chose de précieux, ou alors encore un coussin. Bon, il n'a pas l'air... C'est vrai que là, ils n'ont pas l'air trop négatifs de visage. Quoique lui, il a l'air un petit peu quand même très grave. Il a l'air grave. Et on avance. Je reviens à l'orgue de Laon, cathédrale. Vous avez pas loin des Atlantes des poutis, des chérubins finalement. Une tête d'enfant et deux ailes. Vous voyez, au-dessous justement des espèces de boîtes circulaires. C'est en cela que la boîte circulaire peut tout à fait signifier comme un aéronef, quoi, quelque chose qui vole dans le ciel. Donc un vaisseau. Effectivement, on aurait pu appeler un plat circulaire à la fin du Moyen-Âge, et peut-être bien des siècles après encore, un vaisseau. Et là, sur cet orgue, vous avez ici encore ces motifs décoratifs, quoi, intercalés, voilà, ça fait comme des pots empilés les uns sur les autres, des pots, pour indiquer un dépôt caché. Vous avez la guirlande de feuillage, c'est-à-dire un chapelet, alors que dans le code, il est fréquemment utilisé le jeu de mots vers chapelet, le verbe chapelet, frapper durement, tailler en pièces. Voilà. Et les feuilles, voilà. Bon, tout ceci est codé, tout ceci est soigneusement ajusté pour refléter, pour se mettre en conformité avec un certain codage. Ah, ouais. Je me rends compte que je me suis pas remis en mode photo et je ne sais pas depuis quand. Ça, c'est l'inconvénient du système. Donc voici, je reviens en arrière, d'accord, voici le chérubin ici, dont je parlais il y a quelques instants. Vous voyez, voici l'Atlante
de la cathédrale de Bordeaux. Et voici celui de la cathédrale de Laon. Bon, je pense que vous avez vu l'essentiel. Et on avance. Et vous avez encore à la cathédrale de Laon ce type de motif, vous voyez, avec le document roulé qui est là. Voilà. Qui est roulé, déroulé ici. Les chapelets sont là. Pour dire que ce peuple ancien, qui a laissé des documents, ou qui a laissé quelque chose sur une trace sur laquelle on a des choses à dire, très importantes, ils ont été chapelés. Voilà, derrière c'est un vase, un pot, un vase. C'est-à-dire que le vase est le contenant du document caché. Bon, je ne m'attarde pas ici sur le... Bon, je pense qu'ici c'est le motif du floral du bouton de fleurs, et là c'est un fruit, peut-être le raisin apparemment. Bon, je ne m'y attarde pas. Et donc ici, voilà, c'est toujours à la cathédrale de Laon. On peut voir deux enfants en haut de l'orgue, de chaque côté d'un chérubin, justement. Des enfants ailés, qui ont dans les mains des trompes, ou des cors, ou des trompettes. Cela symbolise, bien sûr, la musique que l'on peut jouer dans la cathédrale, en association, en résonance avec l'orgue. Cela symbolise aussi les trompettes de l'Apocalypse, hein, car il est dit qu'il y a 7 anges qui soufflent dans des trompettes pour annoncer les fléaux de l'Apocalypse qui vont frapper l'humanité, même si ce n'est pas l'entière fin de l'humanité, hein, mais c'est quand même la fin d'un monde qui sera suivie du début d'un autre monde. Voilà. Et donc vous pouvez voir celui-ci par exemple là à gauche. Bon, la photo n'est pas très bonne, mais il n'a pas l'air joyeux, quoi, hein, il n'a pas l'air de rigoler. C'est plus une sorte de désespoir, d'émotion négative sur son visage. Voilà. Et vous avez celui-ci de la cathédrale d'Orléans. Un peu en adéquation. Je le montre parce que c'est tout le temps la même chose. Bon, je crois bien que c'est un terme aussi, on ne le voit pas là, mais c'est quasiment sûr. Il est vêtu d'un drap qu'il ceint autour de ses hanches. Et donc, parce qu'il a sur la tête la tête de lion. Donc c'est Hercule. Comprenez, c'est là très important parce que vous avez la jonction entre un Atlante et Hercule, le héros de l'ancien monde. Voilà. Qui porte sur la tête, blablabla, etc. Voilà. Ça fait la jonction. Et aussi dans la galerie des glaces, il y a 24 Atlantes qui sont peints en fait, hein, si on trompe l'œil. Ce ne sont pas des sculptures. Et ici, vous avez celui de gauche, très représentatif. Hein, il remplace une colonne. Il n'est vêtu que d'un drap. Là, ce n'est pas un terme. Nous sommes d'accord. C'est un Atlante néanmoins. Et celui de gauche nous interpelle particulièrement parce que il cache en fait un objet qui est une immense massue. C'est une très grande massue. Voilà. Et donc, c'est la massue d'Hercule, qui est revêtue de sa peau de lion, le lion de Némée. Voilà. Et la massue descend, c'est de la montrer sans que je vous masque, la massue descend vers le bas. Donc c'est intéressant parce que ça fait une fois de plus la jonction entre les Atlantes et Hercule. Voilà. C'est-à-dire Hercule devient non pas un héros mystérieux, comme ça évanescent, symbolique simplement, de la mythologie. Non, ça devient un être de chair et de sang qui a vraiment existé, qui appartenait à l'ancien monde de l'Atlantide. Voilà. Et ici, nous sommes dans la cathédrale de Périgueux. J'ai la chance de bénéficier des photos d'Alexandre. Voilà, et Alexandre m'a envoyé ces photos. C'est la chaire de la cathédrale. Et donc
l'abasson de la chair est soutenu par deux Atlantes. Et vous avez celui-ci, par exemple, il y a le drap, d'accord? Apparemment, il n'a pas de jambes, c'est ça, il n'avait pas de jambes, je crois. Voilà, on peut voir ici, ici par exemple, à droite. Vous voyez, vous avez que la partie supérieure avec le drap qui est là, ça voulait dire linceul. Il n'y a pas de jambes, donc c'est un terme. Et celui-ci, voilà encore, on peut voir son visage qui est dans une certaine souffrance. Son visage n'est pas du tout apaisé, tranquille, joyeux, non. Il va vivre sa fin. Il arrive à son terme. Voilà. Et donc il soutient la partie circulaire ici. Et celui de... C'est le même peut-être non, c'est l'autre. Ce serait plutôt l'autre. Hein, voilà. Et donc son visage pareil. Il a un visage un peu perturbé, un peu comme ça. Il est là, il soutient, mais il va peut-être craquer bientôt. Hein. Et la partie supérieure, l'abasson, va lui tomber dessus. Et ça va provoquer sa fin, la fin, le terme de l'Atlantide. Et lui aussi n'est vêtu, n'est saint que d'un drap hein, que l'on peut apercevoir voilà, au-dessus de lui et qui se déroule sur la gauche pour finalement ceindre ses hanches. Voilà. Ici encore. Donc nous sommes aux prises avec un codage en règle. Voilà. Sous l'apparence d'une décoration un peu bizarre, un peu spéciale, auquel on ne fait plus attention. En fait, il y a des messages cachés. Ce qui est caché, c'est très important, c'est l'ancien monde qui a existé il y a des millénaires, qui a disparu dans une catastrophe brutale, qui nous a transmis quelque chose. Et il y a peut-être encore des contacts avec des survivants de ce monde, des descendants qui ont survécu quelque part, et les initiés d'aujourd'hui. Ils sont restés en contact de toute façon avec aussi les gens de pouvoir d'aujourd'hui, des siècles passés. Voilà. Et donc, cette chair également est portée par un autre Atlante. Vous voyez la richesse décorative, c'est quand même très réussi. Voilà. Et bon, ici vous retrouvez les espèces de bandes de papier qui se déroulent et qui vont s'enrouler en haut. Et il y a un Atlante encore ici, à genoux. On peut voir, il est dans une position très spéciale. Malheureusement, Alexandre n'a pas pu, c'était impossible en fait, de prendre la photo de l'autre côté, sous un angle différent, quoi. C'était pas possible vu la configuration des lieux. Bon, ici vous avez comme un plat qui peut servir à table ou pour présenter des fruits. Un plat, donc un vaisseau. Donc l'Atlante porte un vaisseau. Il porte un vaisseau spécial, spatial. Voilà. Il est intéressant. On retrouve le drap, ici qui est là, le drap linceul, hein, qu'on voit à l'arrière, évidemment. Il n'a pas de vêtements à part ce drap linceul. Un petit peu comme si d'ailleurs, s'il sortait de son tombeau, l'Atlantide ressuscite. C'est dommage, j'aurais voulu avoir plus de détails sur... vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit l'arrière-train finalement d'un animal, comme si l'Atlante avait coincé entre ses deux jambes, cuisses même, entre ses deux cuisses, un mammifère quelconque. Vous voyez, c'est-à-dire ici, sur cette autre photo, ouais. Ici, voilà, là vous allez le voir mieux, sans doute. Vous voyez ici, vous avez les deux fesses de l'animal, sa queue qui est cassée un peu, et ses deux jambes ici, une jambe ici, l'autre jambe là. Voilà. Il y a un animal qui est là. Comme, déjà pour spécifier la nature animale, puisque Platon dit bien qu'à l'époque de la fin de l'Atlantide, les Atlantes avaient laissé gagner en eux, dans leur psychisme en quelque sorte, l'aspect humain au détriment de l'aspect divin. Les Atlantes avaient quelque chose de divin parce que ils étaient les descendants de Neptune, le dieu Neptune.
Et alors, pourtant, au fil du temps, au fil des millénaires, les Atlantes avaient chuté. Et Platon expliquait cela, voilà, que les Atlantes avaient laissé l'élément humain prendre le dessus, effectivement, sur l'élément divin. Donc l'élément animal qui prenait le dessus, finalement. Voilà, cette autre photo. Et on peut voir ici son attitude très bizarre. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir d'autres photos, d'autres points de vue, pour me rendre compte pourquoi il a cette posture très étrange. Mais donc c'est pas possible, tant pis. Et on peut voir ici son visage. Bon, là il n'a pas l'air très, très terrorisé, très négatif, mais il faut se méfier d'une seule photo sous un angle particulier. J'aurais bien aimé avoir d'autres photos de son visage, sous des angles différents. Hein. Voilà, et nous changeons maintenant d'église. Nous sommes dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Voilà, on a pris les photos qu'on pouvait. C'est déjà miraculeux de les obtenir. C'est une photo de Julie. Voilà, vous retrouvez la chair. Hein, c'est-à-dire qu'un Atlante soutient la chair. Il soutient une des grandes pulsions humaines qui peuvent entraîner l'âme vers sa perdition. C'est la chair. C'est le désir sexuel. Et donc l'Atlante ici, il soutient le péché de chair finalement, sous lequel il peut crouler. Ça paraît évident que c'est sous-entendu par les concepteurs. Voilà. Et donc en bas, tout en bas, nous avons un Atlante. Alors, il soutient la chair. Et donc, il soutient déjà tout simplement un plat, un vase, un plat, un vaisseau. Vous voyez, il soutient le vaisseau. Alors, soit le vase en question, c'est le contenant de l'objet document, du savoir caché, c'est le contenant que l'Atlante véhicule avec lui, transporte à destination du futur, au-delà de son existence à lui, pour l'humanité qui suivra, soit c'est le vaisseau, le vase, le vaisseau, l'aéronef, hein, dans le sens le bateau, la nef, le bateau, l'aéronef, le vaisseau spatial. À noter que des Atlantes ont très bien pu survivre après la catastrophe, à supposer qu'ils aient atteint une technologie aéronautique, une technologie spatiale. Ils auraient très bien pu, certains d'entre eux, survivre dans l'espace et rester en contact avec l'humanité. D'où ce codage serait finalement venu. Voilà, il ne faut surtout pas trop garder des œillères, il ne faut pas limiter la grandeur de toute cette affaire. Ce serait une grosse erreur. Cette affaire est complètement extraordinaire, fabuleuse, fascinante, très importante. Voilà. Un jour, elle révolutionnera ce monde complètement. Il ne faut pas trop s'occuper effectivement de ceux que ça fait rire, de ceux qui sont trop petits pour y croire, ou trop conditionnés pour même envisager que des choses comme ça pourraient être vraies. C'est comme ça que chacun vive sa vie et trouve des sujets d'occupation à son niveau. Voilà. Donc, voilà. Voilà une autre photo de Julie. J'en ai plusieurs prises ici en ce qui concerne cette sculpture. Et donc, on dit en fait que c'est Samson, cette Atlante. Pourquoi ? On voit bien ici le grand tissu qui est sur sa cuisse, qui sert de cache-sexe aussi. Je vais vous dire dans quelques instants pourquoi on a attribué l'identité de ce personnage à Samson. Voici d'abord un angle de vue qui permet de voir le visage. Comme d'habitude, il n'est pas joyeux, il est un petit peu soucieux, grave. Il soutient, mais il ne sait pas s'il va soutenir longtemps. C'est un Atlante qui vit la fin de son monde, son terme. Voilà. Qui pourrait bientôt se retrouver dans un linceul. C'est la fin de l'Atlantide qui est symbolisée ici.
comme son visage tente à le prouver. Voilà. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'ici, au sommet de la chair, nous retrouvons un personnage qui tient une trompette. C'est un ange, en fait, féminin ici, qui tient aussi un livre ouvert. Bon, ça peut tout à fait se référer aux anges de l'Apocalypse, à l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation. À ce moment-là, la révélation des secrets, c'est bien ce que je suis en train de faire, quoi. Et donc, voilà, ça se réfère aux 7 anges aussi qui annoncent les fléaux qui pourraient frapper la Terre à l'occasion de la fin de l'Ancien Monde avant que commence un nouveau monde. Donc évidemment, c'est pas mal avec en dessous l'Atlante, qui lui vit la fin de cet ancien monde du passé. Voilà. Et sous l'Atlante, il y a un lion. Un lion. Alors, un certain site dit que c'est Samson, un personnage de la Bible, parce que Samson, dans la Bible, aurait tué un lion. Il l'aurait fendu en deux. Alors, voilà. Donc le lion serait mort, finalement, sous son genou. Moi, je vois que ça pourrait être aussi une allusion au lion mort de l'ère du lion, une ère astrologique du passé. D'accord, bon, je ne vais pas tout récapituler. Qu'en astrologie, il peut exister des ères qui durent 2160 ans. L'Atlantide aurait disparu finalement au début de l'ère du lion. Voilà. Donc c'est pour ça que le lion est mort, c'est le passé. Voilà. Et donc la fin de l'Atlantide. Il porte dans sa main c'est bizarre qu'il porte cet objet, hein, comme si c'était bizarre, énigmatique, mystérieux. Ça peut être, à mon avis, une feuille d'arbre. Une feuille d'arbre, bon, ça reste quand même mystérieux, à mes yeux. Et alors au-dessus, toujours sur la chair, nous avons une allusion il y a les 7 personnages des vertus théologales et cardinales qui existent dans la théologie catholique. Et donc, ici, nous avons des personnifications de ces valeurs, des allégories, et ici, c'est la force. Et donc, avec la massue qui est là, nous devinons qu'il s'agit d'Hercule. C'est une allusion très claire à Hercule, le héros antique, le héros, l'homme fort par excellence. Voilà. Il tient dans l'autre main un rameau de chêne pour indiquer la chaîne, l'enchaînement à son destin, c'est-à-dire au destin de l'Ancien Monde qui malheureusement va sombrer voilà, et être détruit. Cet Ancien Monde, il y a 12 000 ans. Voilà d'autres vertus théologales et cardinales. Il y a la prudence, la justice, la force, comme je viens de l'en dire, la foi, l'espérance, la charité. Et ici, nous avons la tempérance. Voilà. Alors, c'est tiré par les cheveux, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas forcément un raccord évident entre la statue et ses caractéristiques et ce qu'elle signifie, ou ce qu'on lui a fait dire. Pourquoi ? Parce que les concepteurs qui commanditent tous ces monuments, ces statues, ils déposent aussi un aspect, une facette cachée. Voilà. Donc ici, c'est marrant, ça fait quand même un symbolique du Verseau. La tempérance, parce que la signification serait a priori que la personne, elle verse du vin. Donc elle verse modérément du vin. Un truc comme ça, quoi. C'est un petit peu ridicule. Alors, moi j'y vois plutôt le Verseau, quelqu'un qui verse l'eau d'un vase. Ça fait vraiment un symbole du Verseau. Un symbole de l'ère du Verseau qui est à venir. L'ère des révélations. Au début de l'ère du Verseau.
Bon, je m'arrête quelques minutes parce que c'est vrai que je fatigue. Voilà, je vais faire une pause et je couperai la pause au montage. Voilà, je continue tout de suite. Je suis de retour au Palais du Rhin que l'on voit là, Strasbourg. On va regarder en fait la statue qui est là, ici au-dessus de la fenêtre. La voici. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est encore une fois Hercule. Il est vêtu sur sa tête de la peau du lion de Némée qu'il a tué. C'était un de ses travaux. Donc on sait ainsi que c'est vraiment lui, avec les deux pattes ici nouées autour sur le haut de sa poitrine. Euh, En théorie, enfin explicitement au niveau académique, quoi, c'est une allégorie de la politique. Alors, vous voyez, c'est quand même tiré par les cheveux, non? La politique ici, il y aurait. Je, euh, je me demande si c'est les créateurs de la sculpture qui ont dit ça, c'est pas évident pour moi, ou si c'est pas plutôt des gens qui après arrivent et cherchent à comprendre le monument. Et comme ils comprennent pas ce dont je parle aujourd'hui, alors bon, ils font de leur mieux, on va dire, et ils disent ah ben oui, ça c'est une allégorie de la politique. Par exemple, je sais pas, bon, l'aigle, la force et en même temps le texte ici, donc la sagesse, voilà quoi. Bon, c'est légèrement tiré par les cheveux. Par contre, si j'y vois vraiment un habitant de l'ancien monde qui a disparu aujourd'hui, un de ces héros, etc., à l'époque où il y avait un empire, l'aigle symbolise à ce moment-là un empire, l'empire de l'Atlantide qui existait il y a très longtemps, avant que ce monde disparaisse, sous la férule des grands héros comme Hercule, qui étaient des conquérants, des guerriers victorieux, mais qui avaient quand même une connaissance, d'où le livre à gauche, une connaissance qui a été transmise depuis cette époque, qui existe encore quelque part. Ça peut être par exemple ce qui composait cette civilisation, y compris la technologie, y compris la science, le niveau scientifique qu'avait atteint ce monde, hein, qui serait très élevé, plus élevé encore que ce qu'on a aujourd'hui. Et à ce moment-là, nous n'en prendrions connaissance que plus tard. Nous ne sommes pas encore mûrs pour cela, car si nous... c'est compliqué à comprendre. Tout ceci étant placé sous le contrôle d'extraterrestres qui contrôlent toute cette opération de codage, d'accord? Qui empêche en fait que les révélations se fassent trop tôt. Mais elles se feront après un éventuel cataclysme qui aura le degré qu'il aura. Voilà. En provenance de l'époque d'Hercule. Et donc, à droite, un flambeau, hein, le flambeau. Bon, le flambeau, la lumière de la connaissance, le feu sur la terre apporté par Prométhée, la connaissance apportée aux hommes. Hein. Les hommes de l'ancien monde nous apportent leur connaissance. Voilà. Et on avance. Et nous avons cette statue sur le monument. Voilà, c'est une photo Creative Commons de Jean-Daniel Lonner. Donc je me permets donc de la reproduire ici. Et voilà, on peut se demander ce que ça veut dire. En fait, il y a deux interprétations. On va gagner du temps. Cette femme avec un arc et à sa gauche des armes. Si c'est un casque, les lauriers de la victoire, une épée. Le casque descend ici. Il a pointe d'une arme de haste, du type bon, une lance, son arc. Voilà, et donc elle a son carquois, puisque des flèches dépassent de son dos, de son épaule ici. Elle a le carquois dans le dos. Ça peut être une Amazone. Le peuple de guerrières qui aurait existé dans la mythologie grecque. Voilà. Mais il y a aussi
cette tête de cerf. Alors on se demande le raccord entre la tête de cerf, ou de chevreuil, quoi, hein, de cerf, et l'Amazone. Alors ça peut être, c'est ce qui est apparemment reconnu aujourd'hui, ce serait Diane Artémis, la Diane chasseresse. Voilà. Bon, tant que j'y pense, vous voyez, cette personne indique ses cheveux. Elle nous indique ses cheveux, d'ailleurs, qui volent dans le vent. Ouais. Elle peut nous indiquer les mèches de cheveux. La mèche, c'est la mèche qu'on allume, rattachée à un explosif. C'est la mèche, c'est-à-dire l'ancien monde, la mèche est allumée. L'ancien monde ne va pas tarder à disparaître. Et là, je vais vous lire un petit truc. Voilà, que j'ai pris de certains sites, hein, je les remercie pour ces phrases, pour ces informations, notamment Wikipédia. Et donc le 9e travail d'Hercule, le 3e déjà des travaux d'Héraclès, Hercule, fut de capturer la biche de Cérynie et de la ramener vivante. Or, justement, cet animal avait sur la tête des bois d'or, des cornes d'or, donc des bois, et était consacré à Diane Artémis. Donc ça peut tout à fait convenir à ce qu'on vient de voir sur la sculpture, la tête de cerf. Et donc le personnage féminin, à ce moment-là, devient Diane Artémis. Elle défendait que l'on touche à cet animal, et surtout pas, alors là, de le tuer. Alors, dans une version mythologique, Hercule capture la biche. Il la capture délicatement sans la blesser, mais il croise Diane sur sa route. Celle-ci lui reproche son action, mais elle finit par se calmer. Mais selon certains auteurs, comme Euripide, Hercule tua la biche, qui était d'une taille gigantesque, qui ravageait une région, la région d'Argolide. En faisant cela, Hercule provoqua le courroux, la colère de la déesse Diane. Ça veut dire, si j'essaie d'interpréter la sculpture que je vais vous montrer, on va la revoir dans quelques instants, eh bien, ça montre la violence d'Hercule, d'accord, la violence de ce monde des héros, qui étaient des guerriers, quoi. Voilà, Hercule peut aller, d'après certaines versions, jusqu'à tuer la biche avec des bois d'or de Diane, provoquant sa colère. Il n'hésite pas, quoi. Il va trop loin dans la violence. Mais si l'on voit dans la statue une Amazone, excusez-moi, on peut voir dans le 9e travail d'Hercule le fait d'apporter à la fille d'Eurysthée la ceinture de la reine des Amazones. Voilà. Alors, la dame devient une Amazone. Mais, alors, dans toute l'histoire en question, hein, souvent la mythologie grecque raconte des histoires très complexes. À dormir debout, c'est difficile de s'y retrouver. Mais suite à des événements où Hercule se croit trahi, il tue la reine des Amazones, Hippolytée, de sa main. Il lui prend sa ceinture, d'accord? Donc, ayant reçu pour mission de lui voler sa ceinture, il va quand même jusqu'à la tuer, quoi. Toujours cette violence, cette trop grande violence, voilà. Et en plus, il tue tour à tour toutes les Amazones qui dirigent la bataille et met en déroute leur armée après un terrible massacre. Voilà. Donc, alors, on revient ici. Clic. Vous voyez, cette femme peut être aussi bien Diane, dont Hercule a tué la biche qui avait des bois, ou alors la reine des Amazones, qu'Hercule a tuée parce qu'il voulait lui prendre sa ceinture. Voilà. La violence de l'ancien monde qui a tellement déplu aux dieux, qui est mentionné dans Genèse 6, qui est mentionné dans le livre d'Enoch,
qui a généré la punition des dieux et la destruction de l'ancien monde. Voilà. Je propose cette interprétation. Sinon, c'est pas si facile à interpréter parce que, voilà, c'est pas clair en fait, c'est pas du tout un message clair de la part des créateurs. Et donc, ici, nous sommes à Versailles, château de Versailles, dans la salle des gardes de la reine, toujours des lieux très beaux, magnifiques. Et là, il y a une histoire sur les écoinçons, les coins des plafonds. Vous retrouvez Hercule et sa massue, sa peau de lion sur la tête. Voilà, il discute avec Athéna, déesse de la sagesse, mais qui se repère quand même avec son bouclier et le manche d'une arme qu'elle a dans la main. Et lui explique, vous voyez, qu'il ne doit pas continuer en fait son mode de vie, qu'il doit faire attention parce qu'il court à la catastrophe. Vous voyez, elle est grave, elle lui explique la direction, attention. Mais lui, il est un petit peu goguenard, il ne comprend pas son message. Voilà. Et dans un autre angle du plafond, voilà, le monde s'écroule sur ces personnages verdâtres. Sur ce monde des héros, sur cet ancien monde. Hein. Voilà, il y a des blocs de pierre qui tombent. Un angelot qui manie la foudre de Zeus, qui envoie la foudre. C'est la fin de l'ancien monde. Voilà, et celui-ci fait un signal sur la gauche, voilà, qui est réceptionné par le nouveau monde. Bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ici, toujours sur le temple du Rhin, le château du Rhin, il y a ces sculptures en haut relief. Ce serait supposément la charité. Là, franchement, je reconnais que je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien ce que ça peut vouloir dire. Notez quand même qu'il me manque une sculpture. J'en ai 3, il me manque la 4e, qui peut-être permettrait d'éclairer. Bon, je ne vais pas perdre mon temps. Ici, on a la corne d'abondance, d'accord. Ici, voilà. Bon, je passe mon chemin assez rapidement, vu que la charité, alors là... D'accord, la charité, on peut comprendre avec la croix du Christ, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et l'abondance, quoi, l'abondance de ce qu'il faut donner. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le raccord avec le décryptage que je propose. Je vous reconnais. Je le reconnais en toute humilité. Mais je ne doute pas, par contre, qu'il y a un raccord. Attention. Donc j'avance tout de suite. Voilà. On a cette sculpture sur la façade principale. Elle brandit sûrement un rameau d'olivier, symbole de victoire, symbole de récompense, quoi, des gagnants, des vainqueurs, des héros. Et je pense que là, c'était une couronne d'olivier, voilà, donc un chapelet, quoi. D'olivier, j'ai dit non, c'est pas d'olivier en fait, c'est c'est pas l'olivier, ça ressemble beaucoup, mais c'est le laurier, hein, le laurier. Les deux se ressemblent étrangement d'ailleurs. Et ici, j'y verrai une couronne de laurier, la récompense du vainqueur, et donc un chapelet. C'est-à-dire le verbe chapelet voulant dire anciennement frapper durement, tailler en pièces, ce qui va arriver à l'ancien monde. On va avancer et sa collègue à côté, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air joyeux, plutôt de s'inquiéter de ces victoires qui arrivent dans l'ancien monde par le fait des héros, mais qui pourraient mener à la catastrophe, effectivement, par un manque de moralité, un manque de valeur, un manque de paix. Car il ne faut pas trop non plus choquer les dieux qui dirigent notre monde, au risque qu'ils sévissent et se retournent contre les créatures terrestres qui vivent sur la terre. Celles-ci gravent les archives de cet ancien monde.
Et nous avons ici des trucs que nous pouvons regarder, à savoir des petits-enfants qui ont des apparences humaines, qui font des activités humaines. Ceci, par exemple, se trouve dans une galerie souterraine. Ils creusent pour chercher de l'or, du minerai. Ou pourquoi pas, ils continuent de creuser une galerie souterraine. Et donc l'autre tient une lampe, oui, une lampe à pétrole, une lampe à huile. Voilà. On a noté que c'est dans le sous-sol qu'on va cacher, des choses vraiment secrètes, dans des galeries souterraines, des salles souterraines, des caves. Donc là, on n'est pas loin de notre affaire. Ils sont à gauche, alors qu'à droite, on voit le travail d'un forgeron, le travail du métal. Cet enfant fait donc une activité d'homme, quoi, hein, malgré son petit gabarit et son jeune âge. Son visage est grave, pas méchant, pas bon, un visage, d'accord, pas joyeux, mais pas non plus, un petit peu triste quand même. Hein, voilà. Voilà, ça se réfère, je crois, aux fils des dieux. Hein. Il y a ces anges qui sont descendus sur la terre, qui se sont installés sur la Terre, ont fondé des familles avec des femmes de la Terre, donc ils étaient humains, ce sont des extraterrestres, des galactiques, voilà, qui ont influencé le sort de cette ancienne humanité. Bon, mais ça s'est mal terminé, car finalement ils ont amené la violence et la corruption. Je pense que là, c'est leurs enfants qui sont représentés. Donc ils ont un éveil, on va dire, intellectuel, spirituel plus important qu'un humain moyen. C'est pour ça que même tout petit, tout enfant, il pratique déjà des activités d'adultes. Malheureusement, ça va mal finir. Ici, la chasse. Et ici, la vendange. Alors, on retrouve un symbole apocalyptique, si on veut, la pratique de la viticulture, voilà, néanmoins, la vendange, quoi. Voilà. Ils ont que quelques années, si on veut, mais ils pratiquent des activités vraiment comme n'importe quel adulte. Et ici, une fois qu'on a eu la vendange, eh bien, on a la moisson, ce qui complète, c'est les deux symboles bibliques apocalyptiques qui évoquent l'apocalypse, hein. C'est-à-dire le fait de la récolte, c'est-à-dire de la fin des temps, quand même, hein. La fin d'un monde. Voilà. Et là, vous avez le blé, les céréales, les épis qui sont récoltés par ces bambins. Voilà. Alors que justement, au Grand Palais de Paris, voilà, nous retrouvons des bambins, pareil. À noter qu'il y en a d'ailleurs pas mal dans le centre de Bruxelles, sur les monuments du centre de Bruxelles. Et vous avez ceux-là, et ils sont tout jeunes, et ils ont des expressions d'adultes. Lui, il a un compas dans la main, il indique sur des documents à certains points, ils réfléchissent tous les deux à quelque chose, voilà. Et lui à droite, avec son air un peu d'alien, ici, de cet angle-là, parce qu'il pourrait être finalement un descendant d'alien, dans le sens d'un humain qui vient d'une autre planète, d'une humanité parallèle, mais qui ne vit pas sur Terre, hein, qui pourrait nous avoir créés il y a très longtemps, ou infléchi sur notre évolution génétique, pour nous donner naissance finalement. Voilà. Donc ici, ce sera un symbole de l'architecture avec le sommet d'une colonne. Et ici, c'est la sculpture. Donc cela évoque, encore une fois, cette époque où ces fils des dieux étaient sur la terre, avaient eu une descendance. Là, je pense que c'est leur descendance qui était donc plus éveillée, plus évoluée que les humains ordinaires. Ils pratiquaient les arts et les sciences très, très jeunes, c'est ça. À moins d'y voir carrément des extraterrestres
au premier degré, parce que dans les observations ufologiques, les gens voient, enfin, dans ce qui est disponible, qui existe, qui a été déposé comme témoignage, les gens voient des petits humanoïdes qui mesurent 1m20, 90 cm. Ils ont une allure humanoïde, etc. Avec un visage soit humain, soit un petit peu différent. Voilà. Donc à ce moment-là, ils sont de la taille d'un enfant, à ce moment-là. Donc plus évolués, certainement que nous. Et ici, voilà. C'est vrai que c'est fatigant de parler comme ça. J'arrête de parler quelques secondes. Celui-ci est intéressant parce que vous avez un qui a des ailes, l'enfant de gauche est ailé, celui de droite ne l'est pas. Donc il se pourrait que celui de gauche soit est conservé, puisqu'il est de parents hybrides entre des anges et des humains de la Terre. Alors, celui de gauche a conservé la caractéristique angélique d'avoir des ailes, des petites ailes, des vestiges, mais qui lui permettent néanmoins pas de voler. Mais il conserve quand même, et celui de droite ne conserve pas ses ailes, il est plus humain. Voilà, il a plus reçu de son parent humain. Si j'essaie d'interpréter les textes d'origine où ces Néphilim sont descendus du ciel et ont pris femme. Voilà, ils ont eu une descendance. D'accord ? C'est dans la Bible, c'est dans le livre d'Enoch. Voilà, donc celui de droite a l'air de demander quelque chose à celui de gauche, qui a l'air un peu plus concentré, un peu plus intellectuel, d'accord, un peu plus sachant. Voilà. Ce serait pour ça, voilà. Et ici, c'est la peinture. L'activité de la peinture, donc les différentes activités humaines, culturelles sont représentées. Alors, bien sûr, je ne dis pas le contraire, qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Comme le Grand Palais va recevoir des expositions, des spectacles sur les activités humaines, eh bien c'est normal, on met d'innocents petits-enfants, si on veut, mais si on veut. Ce que j'affirme, c'est qu'il y a également une compréhension seconde, souterraine, autre, voilà, qui n'est pas reconnue officiellement, et qui est pourtant là. Et ici, la musique. Voilà, et toujours au Grand Palais, on voit, j'avais montré cette image il n'y a pas longtemps, mais c'est intéressant d'y revenir. Ici, on peut bien voir, voilà, cet innocent petit bambin ailé, avec son parent qui vient du ciel, de l'espace, c'est tout symbolique, d'accord, là. C'est-à-dire, il serait un humain descendant d'extraterrestres humains, ayant conservé certaines capacités galactiques. Il aurait vraiment existé il y a des millénaires sur la Terre, ce serait un hybride, voilà, mais il n'est pas forcément tout gentil, car il ne se gêne pas pour embêter, pour perturber la vie du dieu Pan. Ce dieu Pan existant lui aussi sur la Terre à la même époque. Voilà, d'accord ? Donc c'est un vilain garnement, et il y a la dégradation morale sur la Terre, d'accord ? Et voilà, et ça ne va pas plaire à Dieu ou aux dieux qui sont restés dans l'espace, qui vont balancer le déluge sur la Terre, il y a des millénaires, voilà, pour éradiquer la vie sur la Terre. Et c'est reparti à zéro, et nous sommes là, quoi. Je reviens au palais du Rhin, il y a ces visages étranges. Celui-ci notamment, vous avez quelqu'un qui semble crier, pousser un cri d'alarme, une souffrance. Il y a derrière lui le document roulé qui se déroule derrière sa tête. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est des informations concernant cette ancienne humanité qui a mal fini dans un cataclysme, qui a vu arriver la catastrophe, poussant un grand cri de terreur. Voilà, les feuilles sont explicables, feuilles de papier, feuilles végétales, c'est un jeu de mots.
On trouve ça partout. Ça fait écho à un bosquet du château de Versailles, la salle de bal, que l'on peut voir ici, par exemple ici, des torchères métallisées. Et ici, vous retrouvez ce visage, ce faciès, vraiment c'est tout à fait similaire. Et cet homme qui crie, qui voit quelque chose, et alors il crie de... Bon, en l'occurrence, oui, ça peut être un cri d'alerte pour ceux qui dansent. Vous voyez en dessous, cette femme à droite, elle danse. Il y a ceux à côté qui dansent. Eux, ils s'amusent, ils font la fête. Dans l'ancien monde, ils ne se rendent pas compte que ça va mal tourner. Donc lui, il voit le truc arriver, il pousse un cri d'alarme. Avec ses oreilles pointues. Ses oreilles pointues de Star Trek. Ses oreilles pointues en affinité avec le dieu Pan. Il y a un mot qui m'échappe, mais peu importe, ces créatures animales. Hybride humain, bouc. Voilà. Donc pour dire que la décoration n'est pas faite au petit bonheur la chance par des gens qui sont créatifs, imaginatifs, mais c'est l'application d'un codage systématique, intelligent, planifié sur le papier avant. Voilà, le voilà sous un autre angle avec le document roulé sur sa tête. Encore une fois, la même chose. Son oreille pointue. Voilà. Il voit la catastrophe arriver. Pendant que les autres dansent et s'amusent, sont matérialistes. Voilà. Ici, palais du Rhin. Bon. On a cet ange qui souffle dans un corps, à gauche. Pareil, ça peut être rattaché à un signal d'alarme dans une bataille, dans une armée. On fait sonner le corps pour passer un message. Bon, l'aigle est ici, le document roulé se retrouve là, lui sa main est cassée, c'est dommage. Ici nous avons cette figure avec... c'est une femme de l'Ancien Monde. Elle a des ailes sont de chaque côté, parce qu'en fait elle a la capacité de voler dans une machine volante, elle est venue de l'espace, comme l'indique aussi l'étoile qui est sur sa tête. On retrouve la même étoile sur une statue des jardins de Versailles, qui s'appelle le point du jour, c'est-à-dire le lever du jour. Il y aurait sûrement des accointances et des affinités de ce côté-là. Et alors... de chaque côté du visage se trouve le document qui se déroule, comme dans un chapiteau corinthien. Toujours pareil, parce qu'il existe un savoir, une connaissance concernant tout cela, tout ce thème. On passe à un visage d'homme-lion. Il y a beaucoup d'hommes-lions, il y en a partout dans différents monuments. C'est très banal de voir des hommes-lions. Bon, c'est en fait ici une peau de bête, donc une sorte de parchemin, puisqu'un parchemin, c'est une peau animale traitée d'une certaine façon pour recevoir un texte, un écrit. Bon, il n'a pas l'air joyeux, machin, d'accord. Un anneau dans sa bouche, quoi, sur sa mâchoire. Et toujours des armes en dessous, qui sont portées par l'anneau. Bon, on ne va pas développer à l'infini, mais voilà, des armes, le corps, qui fait partie quand même de l'arsenal d'une armée. Là, c'est un bouclier d'une nette forme, un bouclier. Là, on voit le fourreau d'une arme, avec le manche de l'arme, ouvragé. De l'autre côté, un peu pareil aussi, un fourreau. Voilà. Donc c'est ici la violence de l'âge du lion qui est exprimée. Et sur la façade encore, entre les deux personnages du haut, on retrouve cette tête qui pourrait être assimilée à une tête d'homme-lion aussi. L'homme-lion, un classique de l'ornementation architecturale, qui peut être désigné aussi les dieux qui vivaient sur la terre, comme la déesse Sekhmet en Égypte ancienne. Mais il y en a eu un peu dans différentes traditions anciennes, babyloniennes, hindoues, avec Narasimha,
un avatar de Vishnu. Je dis un peu toujours la même chose, mais c'est mon message et il faut que je le dise et je le redise. Là, on accoste le palais du Rhin, j'en avais jamais parlé. J'ai jamais parlé du palais du Rhin. Voilà. Donc les hommes lions, quoi, qui ont vécu sur la Terre, qui s'étaient descendus du ciel, de l'espace, voilà. Mais oui, quoi, c'est forcément ça, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Et donc le document, en chapiteau ionique, hérité de l'Antiquité grecque, et ben ouais, il est question des extraterrestres qui ont vécu sur la Terre. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui est resté. Il y a quelque chose qui est resté, qui est toujours actif aujourd'hui. Que ce soit des contacts avec des aliens, que ce soit des bases secrètes, comme dans l'affaire, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, ou que ce soit des documents, des archives, des artefacts. Voilà. Et ici, le document roulé, justement. Et on retrouve l'idée qu'il tient un anneau dans sa bouche. Alors l'anneau, ça peut mener, comme ici, sur la porte de Notre-Dame de la Garde à Marseille. C'est la grande porte, quoi. Voilà, il y a cette tête. C'est en fait un homme lion, hein. C'est un homme lion qui tient un anneau dans sa bouche. Donc c'est un marteau de porte. D'accord? C'est pour demander l'ouverture de la porte, symboliquement. La porte du lion, la porte de l'ère du lion, la porte des divinités léonines. D'accord? De tout ce monde extraordinaire qui a vraiment existé sur la Terre, complètement disparu aujourd'hui. Mais il subsiste quelque chose, il y a des choses cachées, même des êtres cachés encore, probables, hein, des contacts, voilà, qui, voilà. C'est une hypothèse que je propose, mais c'est pas ridicule, loin de là, quoi. Et en fait, voilà, ce codage, il existe, que ces sculptures, elles existent. Tout ce dont les objets que je montre, les photos, c'est réel. Ces sculptures, elles sont là, n'importe qui peut aller les photographier, les voir. D'accord? Ça ne veut pas dire grand-chose officiellement, de par les officiels, les diplômés. Voilà, moi je propose une hypothèse qui tient la route, même si évidemment elle est surprenante. Les œillères sont ouvertes là, à ce moment-là. Attention, on échappe au préconçu. Hein. On arrête d'être un petit mouton qui écoute ce que les grandes personnes elles disent. Ben non, on arrête et on réfléchit par soi-même. Hein. Voilà. Bon, je termine cette vidéo assez rapidement. Voilà, ici au Louvre, bon, vous avez la console avec le document roulé. C'était pour dire ici le motif floral. En fait, c'est un bouton de fleur, il est soit fermé, soit ouvert. C'est pour ça que c'est des fleurs. D'abord parce que la fleur est un élément naturel d'ornement. Hein. Bon. Quand on représente un bouton de fleur, c'est la fleur fermée. C'est pas la porte est fermée. La porte du lion est fermée. Le bouton s'ouvrira plus tard. Ce sera la révélation. Voilà. La révélation du document, de ce document qui est là. Bon, on est dans le haut palais du Louvre, hein, donc la console se retrouve ici, le bouton de fleur est là. D'accord? On ne voit pas que c'est un bouton, mais si on va le voir, voilà, vous avez ici. Voilà, vous voyez ici, au centre, c'est bien un bouton. Enfin, bon, c'est fait. J'en ai déjà parlé avant, sous couvert de représenter des fleurs, ce sont en fait des boutons de fleurs. Voilà. Car avant d'être la fleur épanouie, c'est le bouton fermé, comme je viens d'expliquer. Hein. C'est tout à une articulation, et voilà, il y a d'innombrables boutons de fleurs qui existent. Voilà, je voulais terminer pour en venir ici. Au Palais du Rhin, on termine le topo, le Palais du Rhin, vous voyez, les consoles qui sont là, c'est les rouleaux avec le document déroulé, fondamentalement. Et ici, sur le côté du rouleau, c'est un peu une fleur, vous voyez, qui est mise à l'envers. Non pas la fleur vue de face, mais la fleur cueillie vue de l'arrière. Là. Voilà. Ben ouais. Parce que, voilà, parce que, quoi. Et ici, sur ce modèle-là, cet exemplaire-là, on pourrait penser que c'est un sein de femme, mais à partir de là, je ne vois pas bien l'explication, mais ça peut m'échapper.
car je ne connais pas tout, mais ça peut être aussi une sonnette. Une sonnette, un bouton de sonnette, entre bouton de sonnette et bouton électrique et bouton de fleurs. Vous voyez, il y a un jeu de mots. Voilà, bon, on termine. Ici, vous retrouvez les documents qui sont là. À gauche, le bouton, il est là. Vous voyez, ça fait intermédiaire entre un bouton de fleurs et un bouton de sonnette. Et vous voudrez appuyer pour sonner au milieu du motif. Ça existait au 19e siècle, les boutons électriques. Et alors ici à droite, vous voyez, là, encore une fois, le document roulé. Bon, d'accord, hein, le symbole de ce qui est caché, de la connaissance cachée. Et ici, c'est amusant parce que c'est intermédiaire, hein, pour vous montrer la sophistication, la précision de ce codage. C'est intermédiaire entre la fleur vue à l'envers. On verrait donc les pétales ici. Et intermédiaire avec le bouton électrique, le bouton de sonnette pour appeler l'ouverture, hein, de la porte. Tout comme le bouton de fleur peut s'ouvrir avec le temps et devenir une fleur. Voilà. Et là, c'est l'époque de la révélation, car les choses ne sont pas cachées simplement pour le rester indéfiniment, pour l'éternité. Non, c'est caché pour un jour être dévoilé, révélé, hein, et mis au grand jour. Voilà. Et nous terminons ici avec ces motifs des toits du palais du Rhin, où vous avez, voilà, ces poissons qui sont là, d'accord, les poissons pour évoquer la fin du poisson. Bon, j'ai pas envie de développer en fait, hein, puisque ça j'en ai quand même très souvent parlé, mais c'est la fin du poisson, quoi. Et au-dessus, vous avez le vase qui contient la révélation, qui contient les documents cachés. Et encore au-dessus, une sorte de plateau, hein, qu'on aurait pu appeler aussi, hein, je pense, un vaisseau aussi, car c'est une forme de contenant. Hein. Voilà, les œufs, ils sont là. Voilà, c'est-à-dire la révélation de l'époque de la fin du poisson. Hein. Bon, j'aurais pu enlever ces dernières images. Alors qu'ici, à côté, en parallèle, les poissons sont remplacés par des espèces de dragons, de monstres. Voilà, comme pour oui, faire rappel, le clin d'œil au mot monstre de la Renaissance. Un monstre, une chose prodigieuse, incroyable. C'est-à-dire que la révélation de la fin des poissons, en fait, ce sera une chose prodigieuse, incroyable, étonnante. Voilà, et ce qu'il y a dans le vase, c'est prodigieux, incroyable, étonnant. Tout simplement, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est encodé dans les monuments, avec l'ornementation, les plans des châteaux, les statues, etc., c'est pas un petit truc caché, ou un détail. En fait, c'est très, très important. Ce sera l'occasion de changer de civilisation. Cette révélation pourra se faire d'ailleurs que quand ce sera possible, quand les gens de l'Ancien Monde le laisseront faire, ou alors quand l'Ancien Monde aura disparu, si malheureusement ça en arrive là. Et alors là, on passera à un nouveau monde, et ce qui est caché permettra la naissance, l'avènement des galactiques sur la Terre, et l'avènement, la résurgence de cette Atlantide qui a vraiment existé, qui a des choses à nous dire, certainement une technologie prodigieuse qu'on redécouvrira, qui a été cachée quelque part, en sous-sol, derrière la porte du lion. Voilà. Je termine avec ici, parce que c'est marrant, ça mesure peut-être 1,50 m de diamètre, c'est posé de chaque côté du palais du Rhin. Je ne sais pas à quoi cela sert, ça m'avait étonné, il y a sûrement une explication. Hein. Voilà, n'hésitez pas à faire un don, hein, si vous voulez, mais n'hésitez pas donc à mon Tipeee, il n'y a plus que 300 € à obtenir, hein, 300, il fallait 4700. Je remercie les donateurs, hein, qui ont permis d'arriver à 4400. C'est super, et moi je vais faire ce film, il n'y a plus que 300. Allez, si vous n'avez pas encore donné,
et que ça vous tente quand même de le faire, vous pouvez donner. Donc, je n'oblige personne, qu'après ça me gêne d'insister trop aussi. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Encore 300 € et pas plus. Voilà, je repasse en mode plein écran, car je suis en plein écran. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai voulu expliquer certaines choses, comme d'habitude, je redis certaines choses, c'est toujours un peu pareil, si on veut, mais c'est tellement important que je suis obligé d'insister, quoi. Je vais pas m'arrêter là et dire, oh voilà, les vidéos, je sais pas, font 5000 clics, super, j'arrête, quoi. Tout est codé, tous les monuments sont codés, quoi, comme ça, pour ça. Je vais quand même en parler, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. J'espère que ça vous a plu et enthousiasmé. Peut-être si vous avez découvert, j'espère que ça vous a interpellé. Portez-vous bien, et puis alors je vous dis au revoir.